Bienvenue à un autre Accès MRC. Je m'appelle Vanessa Girard et aujourd'hui, j'ai avec moi M. Étienne Barrette du syndicat de l'UPA de Maria-Chapdelaine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Je suis contente de vous avoir aujourd'hui. Moi, j'aime ça parler de sujets que je ne contrôle pas à 100%. Et l'agriculture, c'en est un, ça m'intéresse. Je connais un peu ça, mais je suis contente qu'on puisse y aller un petit peu plus en profondeur puis de faire découvrir aussi votre mission à plein de gens. Donc, tout d'abord, j'aimerais qu'on parle un peu de vous. Ça fait combien de temps que vous êtes président du syndicat de l'UPA Maria-Chapdelaine? Bien, ça fait à peu près 5 ans que j'en assume la présidence, mais ça fait au-delà d'une dizaine d'années que je m'implique dans la structure syndicale de l'UPA. Parfait. Et en fait, dans la vie, vous êtes premièrement un producteur agricole. Là. Ça se concentre sur quoi vos activités? Ben oui, comme je le disais un petit peu plus tôt, je suis d'abord producteur agricole. J'exploite une entreprise en production bovine avec mon frère jumeau, mon frère Guillaume, dans la municipalité de Saint-Edmond-les-Plaines. Alors, producteur vache-veau, dont la mission de notre entreprise, c'est de commercialiser du veau d'embauche. Qui sort de la région là, pour la finition, l'engraissement final. Mais voilà, c'est ici que nous avons mis pied. Là, on est des gars de Québec, ça fait bientôt 18 ans qu'on est dans la région. Ah C'était ouais? notre terre d'accueil et voilà, une aventure qui va bien. Et mon frère et moi sommes impliqués tous deux dans différentes organisations. Mais là, je suis curieuse, ça part d'où une idée comme ça d'aller s'établir en région et de commencer à travailler en agriculture? Ben, c'est un rêve de petit gars. Enfin, mon frère et moi, on est des gens de la ville, mais mes parents avaient un pied à terre en région, alors qu'on était dans la région de Québec. Là, mais donc, c'est un goût qu'on a développé comme ça par justement du voisinage de notre maison de campagne que nous avions. Des gens passionnés de la terre, qui aimaient leur métier, qui en vivaient bien. Et nous autres, ben, ça nous a inspirés, ça nous a donné le goût. Et on a toujours dit qu'on ferait pas agriculteur, jamais pompier ou policier. Et c'était difficile de concrétiser notre rêve à partir de ce que nous avions déjà et dans le secteur dans lequel nous étions. Alors, au début des années 2000, on a magasiné à grandeur de la province pour finalement retenir une entreprise en opération à Saint-Edmond-les-Plaines. Entreprise que nous avons fait croître, là, qui a changé beaucoup là, depuis notre arrivée. Bien là, ça, c'est vraiment cool. Ça démontre vraiment une belle passion parce qu'on entend souvent qu'il faut être passionné pour être agriculteur parce que des fois, de l'extérieur, les conditions peuvent nous sembler difficiles, hein, se lever tôt le matin, travailler tout le temps, on a l'impression tous les jours. Donc, est-ce que c'est vrai qu'il faut avoir une passion pour faire ce métier-là? Oui, pour être agriculteur, mais je pourrais dire, pour pas effrayer qui que ce soit à l'idée de se lancer en agriculture, c'est que l'entrepreneuriat, au sens large, exige de la passion. L'entrepreneuriat, par définition, c'est exigeant, peu importe là, dans quel secteur on est. Alors, si la passion n'est pas là, en général, les énergies ne suffisent pas, en général. Ah, je comprends. Et là, vous avez décidé de vous impliquer au niveau syndical. Racontez-nous un peu ça, là, comment ça s'est fait, votre implication? Comme bien des gens, hein, ça commence bien sournoisement. On nous invite à participer à des rencontres, tout ça. On se rend compte que finalement, il y a des enjeux qui nous interpellent et on se dit, des fois, on peut se rendre compte que nos talents ne sont pas juste qu'à cultiver la terre. On peut peut-être les mettre à profit pour l'ensemble des producteurs et aussi pour soi, quelque part. Quand même, je dis souvent un petit peu à la blague, j'aurais beau être le meilleur des producteurs agricoles. S'il n'y a pas un bon système autour de moi, si j'ai pas des bons filets de sécurité, des bons remparts, on n'ira pas si loin que ça. Le libre marché parfait, c'est peut-être pas des conditions idéales pour faire de l'agriculture au Québec. Alors, je me suis dit, tiens, ça m'intéresse de mettre l'épaule à la roue dans le syndicalisme. Là. Voilà. Et c'est une façon aussi de rencontrer des gens intéressants, de sortir de chez soi un peu, de socialiser davantage, s'informer. Et on entend souvent parler de l'UPA, on sait c'est quoi, on a déjà entendu ces lettres-là, mais concrètement, tu sais, quand on n'est pas dans le monde de l'agriculture, on sait peut-être pas exactement c'est quoi. Donc, si on veut simplifier un peu ça, qu'est-ce que c'est que l'UPA? C'est normal, c'est une structure moindrement complexe et c'est normal que c'est peut-être difficile un petit peu pour les gens à saisir. Alors, l'Union des producteurs agricoles, c'est le syndicat officiel qui représente l'ensemble des producteurs agricoles. Rapidement, on peut segmenter l'action syndicale en 2 grands volets. Il y a les syndicats propres à chaque production et il y a le syndicat de l'UPA, les différents syndicats de l'UPA qui, eux autres, représentent l'ensemble des producteurs, mais selon
qu'on soit on est un palier provincial, régional ou local, tel que, et quand on parle local, ce sont des syndicats arrimés en fonction des différentes MRC au Québec. Alors, syndicat de l'UPA Marguerite-Chapdelaine, c'est propre à nous, hein, de Normandin à Péribonka, toutes les municipalités ils sont incluses et tous les producteurs agricoles aussi sont représentés par ce syndicat-là. Le syndicat territorial ou syndicat local, lui, a pour objectif de défendre les intérêts des producteurs agricoles, tout intérêt confondu, mais en autant que ce soit un intérêt, je dirais, d'ordre collectif. Là, des fois, il y a certaines nuances à apporter, mais dans le fond, il faut dire c'est des intérêts qu'on pourrait dire au pluriel. Et on travaille aussi sur des enjeux, nous, qui sont d'ordre territorial et non pas propres à un secteur de production. Que ce soit, je prends un exemple, on parle de taxation, quand on parle, exemple, l'accès à l'eau, la gestion du territoire, bien, c'est là-dessus que se concentrent nos activités. Et aussi d'autres initiatives, on travaille d'autres initiatives en partenariat avec d'autres acteurs du milieu, que ce soit l'acteur de l'eau, à travailler avec la MRC, les municipalités. C'est là que la force du travail d'équipe, la cohésion de différentes organisations permet de faire avancer et de maintenir la condition des producteurs agricoles. Et c'est une union qui existe depuis plusieurs années et qui a été importante dans la configuration de l'agriculture au Québec, je pense. Tout à fait. Si je ne m'abuse, on est à peu près à 94 ans d'existence de syndicalisme agricole qui a démarré à peu près dans les années 30, là, alors que les agriculteurs ont voulu sortir de l'agriculture de subsistance et industrialiser, si on veut, cette activité économique-là. Et ça a été très porteur quand même, l'UPA. C'est à l'échelle canadienne, nous sommes la province la mieux structurée. Et ça a pour effet finalement qu'on est capable, au Québec, on est plus capable, statistiquement, on tire mieux notre épingle du jeu que dans d'autres provinces, avec des agricultures, des fermes à dimension plus modeste. Dans le sens que l'agriculture, c'est plus facile de vivre d'agriculture familiale au Québec qu'ailleurs en province, où finalement le syndicalisme, l'organisation est moins forte, moins présente. Alors, nous autres, on voit ça d'un bon œil. On n'est pas obligé d'avoir on peut avoir un portefeuille plus mince pour espérer vivre l'agriculture. Ben oui. Et là, si on se rapporte à notre MRC, à la MRC Marguerite-Chapdelaine, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit portrait de quoi a l'air l'agriculture ici? C'est qu'est-ce qu'on produit? C'est quoi nos forces? Alors, la MRC Marguerite-Chapdelaine compte un peu plus de 300 entreprises agricoles. J'ai un peu plus parce que ça peut varier. Hein? Il y en a qui apparaissent, il y en a qui disparaissent. C'est quand même beaucoup. Oui, c'est ça. Quand là, vous me demandez le portrait, toutes les productions y passent. On a comme premier moteur économique, on a la production laitière, évidemment. Pas tant en termes de nombre d'entreprises, mais juste au niveau du chiffre d'affaires. Mais après ça, production de petits fruits, quand on pense au bleuet. Alors là, on a plusieurs. On a plusieurs producteurs. Là, c'est la capitale du bleuet, dans la capitale provinciale du bleuet. C'est ici que ça se passe. Alors, on a ce secteur d'activité-là. Le secteur de la pomme de terre aussi, pas beaucoup d'entreprises, mais quand même, sont très dynamiques, ont quand même un très bon chiffre d'affaires. Les céréales, sont culture commerciale, proprement dit. Production bovine, ovine, petits fruits aussi, là-dedans, on englobe aussi des fois l'agrotourisme qui vient avec ça, qui se développe de plus en plus. Hein. Le consommateur est de plus en plus intéressé à ce qui prend la place dans son panier d'épicerie et son assiette. Donc, on a quand même des trucs diversifiés. Tu sais, des fois, on n'est pas nécessairement au courant de tout ça, de tout ce qui se passe dans notre MRC. Donc, c'est le fun de voir toute la diversité qui est là. Puis, on pourrait penser qu'on a un climat presque hostile avec les hivers qu'on vit, mais ça ne nous empêche pas de cultiver toutes sortes de choses différentes. C'est sûr que la nordicité nous ramène naturellement, des fois peut-être comme ça, un réflexe d'hostilité, mais faut prendre nos différences comme des avantages. Et avec le réchauffement de la planète, je dirais que cette différenciation-là prend de la valeur. Il y a quand même des inconvénients à certains endroits là, où déjà il y avait un avantage au niveau de la température. Mais aujourd'hui, ils sont désavantagés, alors que nous, tranquillement pas vite, on y gagne. Et au-delà de ça, si on veut, on a quand même nos cultures propres à nous, notre climat propre à nous, qui finalement, on se rend compte qu'il est favorable aux cultures qu'on a ici. C'est pas favorable, tu sais, du bleuet nain, le bleuet sauvage, ne serait pas ce qu'il est si on avait la température de Montréal. En fait, il ne serait pas là.
Les saveurs qu'on a de nos produits ne seraient pas ce qu'ils sont. On a aussi, au niveau des cultures commerciales, on a la culture de grains. Il y a des céréales qu'on n'arriverait pas à cultiver ici. Justement, le froid est une barrière thermique pour des ravageurs, des maladies. Quand on parle je parlais de la pomme de terre un peu plus tôt, bien pour eux, c'est un avantage d'avoir qu'on ait un hiver rigoureux. Ça permet de couper les cycles de maladies et qui fait en sorte que les gens ici peuvent opérer dans un créneau de pommes de terre de semences et on est capable d'exporter à l'échelle nord-américaine ces semences. Bien, c'est merveilleux. On est assis presque sur un trésor, dans le fond. On est chanceux d'avoir toutes nos petites spécificités qui nous permettent de cultiver plein de choses variées. Et il y a aussi, je pense, dans les dernières années, et entre autres à cause de la pandémie là, qu'on a vécue en 2020, un intérêt grandissant, immense pour l'agriculture, la culture et l'achat local aussi. Tout à fait. En effet, il y avait déjà, tranquillement pas vite, un intérêt de plus en plus grandissant pour le consommateur envers ce qui compose son assiette. Et la pandémie a renforcé de beaucoup cet intérêt-là. En quelques mois, les gens ont vraiment gagné en intérêt. Bien, on a été confrontés pour la première fois à des tablettes d'épicerie vides au printemps sur certaines denrées de base. Et ça a quand même allumé les gens sur l'importance d'avoir une certaine autonomie alimentaire. Sans être autonome à 100%, bien, c'est important d'en avoir une bonne dose. Et d'ailleurs, la sécurité alimentaire est un rempart de la paix sociale. Hein. Une des premières choses qui va créer des guerres, bien, c'est l'alimentation. Alors ici, on est choyé, on est loin de ça, mais c'est pas acquis. Faut le protéger et donc, il faut travailler ça à long terme, le dynamisme de la production agricole pour que les gens, pour conserver des acteurs, hein, des producteurs agricoles. Et donc, je reviens au concept de la pandémie. Donc, oui, les gens sont beaucoup penchés là-dessus. Le consommateur a vraiment répondu présent. Et ça fait plusieurs années quand même au niveau du PA qu'on invite le consommateur à avoir une petite pensée justement pour favoriser un achat du Québec, un achat de chez nous dans notre région. Parce que le consommateur fait partie de la recette, comme on le dit chez nous, une recette qui se veut économique, sociale. C'est pas les producteurs seuls n'arriveraient à rien. Ça prend aussi le consommateur qui est là. Il y a tout après ça, toute la transformation qui vient, l'occupation du territoire, l'occupation dynamique du territoire. Alors, c'est une grande roue qui tourne et tout le monde est un acteur là, dans cette roue. Donc, vous l'avez quand même ressenti, là. Vous pensez que les gens ont écouté les messages et sont allés acheter plus localement dans la dernière année? Tout à fait. Puis, oui, on a entendu les messages, mais je pense par défaut, hein, comme je disais, en voyant que certains produits qui étaient même d'ici, pouvaient manquer à certains moments. Comme je dis, une denrée de base, le lait, bon, il y a eu une petite crise là, sur l'achat de lait, les gens avaient des inquiétudes au printemps. Ils se sont dit, Colin, c'est vrai que le lait, il vient pas de la Californie comme nos légumes. Bien, il faudrait peut-être penser à davantage, sur d'autres produits, des fois aussi, bien, produits parallèles, favoriser l'achat d'ici. Et est-ce que vous pensez qu'il y a eu un impact aussi dans le sens où des gens auraient pu se dire, moi, j'ai toujours rêvé de faire de l'agriculture à petite échelle et là, la pandémie arrive et me fait réaliser toutes sortes de choses. T'sais, avec le télétravail, on sent peut-être que les possibilités sont peut-être plus simples. Est-ce qu'on a cet intérêt-là aussi dans la région? Bien, vous voyez très bien parce qu'en fait, au cours de la dernière année, il y a eu une augmentation, à l'échelle provinciale, il y a eu une augmentation du nombre d'entreprises. Et le gain vient surtout au niveau de la production maraîchère. C'est quelque chose qui a interpellé beaucoup de gens. C'est quelque chose qui c'est plus facile à amorcer comme production. Et donc, oui, ça l'a ramené, la pandémie a ramené davantage les gens à la terre, puis aussi à échelle plus réduite, que ce soit le jardinage aussi. Jamais les centres jardins n'ont vendu autant de semences, de plants de tomates. Et c'est bien aussi que quand le consommateur, quand je dirais le simple consommateur met un petit peu, ça met les mains dans le sol, voit comment est-ce que la nourriture se produit, bien, il comprend mieux après ça sur les tablettes d'épicerie pourquoi un aliment peut avoir ce prix, d'où est-ce qu'il vient, pourquoi est-ce qu'il y a cette forme-là, pourquoi est-ce qu'il a été conditionné de telle façon, quand on pense des fois des normes de salubrité, tout ça. Alors, ça aide aussi, cette implication-là du consommateur dans la production d'aliments, que ce soit dans sa cour ou dans une fermette, ou ferme de cantaise, ça l'a amené justement une meilleure connaissance de la production des aliments, quelque chose qui malheureusement est assez méconnu.
Ouais. Mais bon, il y a de la croissance à ce niveau-là, au niveau des connaissances. Donc, si on se projette un peu dans le futur, peut-être qu'on en verra de plus en plus, justement, des familles qui ont des poules, qui ont leurs petites fermettes, qui ont des grands jardins, puis qui font leur propre culture aussi. Puis, on encourage ça. Et vous, est-ce que vous avez des moyens aussi d'aider ces gens-là, de leur donner de l'information? Bien, oui. En fait, on en a un petit peu chez nous, mais je peux vous dire aussi, il y a des beaux projets qu'on travaille avec la MRC, avec François Potvin, notre agent en développement agricole, et par le biais du plan de développement des activités agricoles, et aussi la ville de Dolbeau-Mistassini, qui est à la rédaction actuellement, à l'élaboration plutôt, d'une politique bioalimentaire. Bien, dans tout ça, aussi, on veut faire vivre l'agriculture au sens large. Donc, c'est un projet auquel on contribue et qui va avoir des retombées concrètes chez nous, dans le but justement de stimuler le consommateur sur d'où viennent les aliments et de quelle façon il peut contribuer à l'autonomie alimentaire, de l'activité économique locale de chez nous. Et voilà, ça, c'est un bel exemple de projet. On en a plusieurs autres qui se travaillent aussi des fois à l'échelle régionale. Mais, Ben oui, puis on s'intéresse de plus en plus à d'où vient l'aliment, mais aussi de quelle manière il est cultivé. Je pense entre autres pas la mode, mais la tendance, je dirais plutôt, à la culture biologique. On entend souvent ça, des produits bio. C'est quoi ça? Est-ce qu'on en cultive ici? Ben, en fait, le biologique, oui, il s'en produit partout. Évidemment, quand c'est quelque chose qui est en forte croissance. Le consommateur a un intérêt pour ça. Le consommateur a quand même reconnu qu'il y a un prix à ça, mais acheter des aliments de qualité, c'est investir aussi dans sa santé, c'est de faire des choix. Si on y va toujours pour le moins cher, on en a pour notre argent. Et peut-être qu'en bout de ligne, on se donne pas peut-être la meilleure des chances au niveau de notre santé. Alors, les producteurs agricoles offrent ce que le consommateur souhaite avoir. Alors, si le consommateur est prêt à investir davantage sur son panier d'épicerie, puis des fois, c'est pas beaucoup de dollars de plus, ça peut faire quand même une belle différence pour ce qui va se réaliser concrètement sur le terrain. Et peut-être expliquer pourquoi c'est plus cher quand c'est bio. Qu'est-ce qui en fait un produit plus cher et c'est quoi la différence avec d'autres types d'agriculture? Bien, l'agriculture biologique, souvent, on va amener des opérations, je dirais, qui sont moins efficaces certaines étapes d'opération qui sont moins efficaces auxquelles on aurait lorsqu'on est en production conventionnelle. Ne serait-ce que l'utilisation de produits de synthèse, des fois, c'est pas arrivé pour les produits de synthèse. C'est pas arrivé là pour rien. C'était pour gagner en efficacité, en rapidité et au niveau du prix, au niveau du coût de production. Alors ça, c'est une chose. En biologique, parfois, on a des rendements un peu moindres et on est moins capable des fois de combattre des fois un ravageur. Tout ça. Mais en même temps, à certains moments, il y a quand même on remarque des avantages du biologique, des fois plus de résilience. Si les cultivars ont été bien sélectionnés, qui sont bien de chez nous, qui sont dans leur climat, la résilience est supérieure. Très intéressant. Et ça se développe, ça? Par ici, on en a des producteurs bio? Oui, tout à fait. De plus en plus, que ce soit dans la production de bleuets ou production de grains, production laitière, au niveau dans les petits fruits, c'est beaucoup plus commun. Si on veut, parce que dans les petits fruits, on travaille surtout avec des plantes, plusieurs plantes indigènes, donc bien adaptées à chez nous. On n'essaie pas de lutter contre la nature, donc déjà là, en partant, on vient de se donner un avantage. Alors oui, c'est en croissance tout le temps. On a parlé tantôt, on a effleuré un peu le sujet de la pandémie. On a vu les aspects un peu plus positifs pour plusieurs agriculteurs avec l'achat local, mais il y a quand même, j'imagine, un contre-coup parfois un peu plus compliqué, on va dire, à savoir, c'est quoi les produits essentiels, est-ce qu'on a des subventions, etc. Est-ce que vous avez accompagné des gens là-dedans, l'UPA? Bien, je dirais un des premiers enjeux qui est arrivé avec la pandémie, c'était d'abord les délais sur l'arrivée de travailleurs étrangers. On ne se le cachera pas. Quand même, la main-d'œuvre qui vient de l'extérieur est essentielle maintenant à nos productions. Ne serait-ce que à cause du vieillissement de la population, on a besoin de
de main-d'œuvre bien en forme dans certaines productions pour abattre le travail. Alors là, ça, c'était un des gros enjeux. Mais au-delà de ça, quand même, la pandémie n'a pas nuit à la production de certains aliments, mais ne serait-ce des fois qu'alourdit des fois certaines procédures, hein, comme on peut le voir dans différentes dans toute autre activité. Ça l'a peut-être amené, donc ça amène un coût d'opération. Là, ça ne s'est pas reflété encore pour le moment. Les gens l'ont absorbé là, en partie, mais on espère que ça ne durera pas parce que finalement, il faudra réajuster à ce moment-là peut-être le prix de certaines denrées. Donc, ça a peut-être ralenti un peu là, certains projets. Tout à fait, oui, ça ralentit des projets. Aussi, certains producteurs aussi ne se sont pas engagés des fois dans la production de certaines cultures, sachant que le défi serait trop grand. OK. Ici, ça s'est moins fait sentir là, dans notre région, mais ailleurs davantage. Et là, supposons qu'on vit dans un monde un peu de rêve et qu'on se dit que cette année, c'est la dernière année de la pandémie, puis après ça, on retombe en mode normal. Là. Si on se dit dans les 5-10 prochaines années, c'est quoi un peu le futur là, qui s'en vient en agriculture ici dans la MRC? Oh mon Dieu, je veux dire, on a quand même un très bon dynamisme à l'heure actuelle. Je vous disais que notre typicité nordique, on table très fort dessus. La table agroalimentaire là, travaille beaucoup avec son initiative Zone Boréale. Donc ça, je vous dirais, c'est un très bon levier pour ce qui est d'amorcer des petites productions et faire revivre, redynamiser des fois certains secteurs de notre territoire qui manquaient peut-être d'occupation. Alors, on a ce volet-là qui va prendre de l'ampleur, comme je dis, qui va être appuyé substantiellement par le plan de développement des activités agricoles, la politique agroalimentaire de la ville de Deauville-Mistassini. Et donc, on a ça qui s'en vient bien. On a quand même, il y a un rajeunissement tranquillement pas vite des producteurs agricoles. Quand même, les boomers se retirent, donc la nouvelle génération est de plus en plus en selle. Et donc, on l'a abordé quand même le côté, le volet biologique là, prend de plus en plus d'espace. Super. Et s'il y a des gens qui nous écoutent et qui s'intéressent à tout ça ou qui veulent de l'information, comment on peut vous rejoindre, le syndicat? Bien, regardez, le syndicat de production agricole, officiellement, c'est coordonné dans notre bureau maire à Jonquière, excusez-moi. Mais aussi, nous sommes plusieurs producteurs agricoles répartis sur l'ensemble, au-delà d'une quinzaine de producteurs agricoles, administrateurs répartis un peu partout sur le territoire de la MRC. Nous nous représentons tant des fois à certains moments un secteur donné ou une production. Alors, je dirais, poser la question à un voisin, un proche. On est connu des gens, parfois pas assez, mais c'est pas trop long. Vous allez remettre la main sur nous. Là. On est très facile d'accès. On est là pour répondre aux besoins des producteurs et on est toujours à leur écoute. Sinon, j'imagine que vous avez aussi un site web. Oui, bien sur site web, oui, mais davantage, je dirais peut-être avec le Facebook, là, Facebook de l'UPA Maria Chapdelaine, là. Ça, vous allez nous retrouver là-dessus. Là. Faites-nous un petit coucou là-dessus. Là, c'est évident qu'on va répondre présent. Parfait. Eh bien, je vous remercie beaucoup. C'est déjà terminé, M. Barrette, mais merci d'avoir pris le temps. C'était super intéressant. Puis, je pense qu'on a un beau futur, vraiment, là, qui s'en vient là, pour la sphère agricole. Mais ça me fait plaisir d'être là. Puis, je peux vous dire, en effet, au-delà de la pandémie, je veux dire, il y a quand même un bon dynamisme. Un bon vent de changement qui s'en vient. On a un ministre actuellement, le ministre de l'Agriculture, qui est très dynamique, qui croit à l'agriculture comme ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Les projets de relance économique, quand même, c'est bon pour nous. Le gouvernement est à notre écoute, veut des idées. On est là, on en donne, on l'alimente. Alors, ça sent bon, comme on dit. Bien, merci beaucoup. Puis merci à vous d'avoir été là. On se retrouve bientôt pour un autre épisode. C'est important d'avoir un bon coussin pour amortir les coups, pour se sentir en sécurité, pour être à l'aise. Mais le meilleur coussin, on l'obtient en mettant de l'argent de côté avec Épargne Placement Québec.
Profitez de produits d'épargne garantis à 100% en visitant le epq.gouv.qc.ca. Aujourd'hui, Anouk va faire face à de nombreuses exceptions. La fois où Éric a reçu des amis pour un verre. La fois où Félix et Sophie ont passé l'après-midi avec leurs grands-parents. La fois où Régent et Martine ont rendu visite à leur fille pour l'anniversaire du petit dernier. Anouk est infirmière et constate chaque jour que chaque exception est un risque pour la vie. Il faut respecter toutes les règles tout le temps, sans exception. Dans les dernières années, les élus de la MRC Maria-Chapdelaine se sont battus pour le maintien et l'amélioration des services hospitaliers dans notre milieu. Présentement, certains services sont à nouveau menacés par le délestage rendu nécessaire pour s'occuper de ceux qui souffrent de la COVID-19. Nous faisons donc appel à tous les citoyens de notre territoire pour renforcer l'application des règles. On a un dernier effort à le faire et il faut le faire tous ensemble. Et tous ensemble, on peut faire la différence. À ce stade-ci de la crise, chaque geste compte. Chaque contact qui peut être évité doit l'être, que ce soit chez vous, au travail, dehors ou au chalet. La COVID-19 est un virus insidieux qui profite de toutes les occasions. La moindre écartade des règles en vigueur, même en pensant bien faire, peut avoir de graves conséquences sur vous, vos proches ou votre milieu de travail. Nous avons besoin de votre solidarité pour faire diminuer les cas sur le territoire et maintenir nos acquis. Ensemble, on peut corriger la situation. Plus on respecte les règles, plus on a de chances de retrouver rapidement une vie normale. La COVID-19, ce n'est pas seulement des statistiques à la télé. C'est réel et ça touche des gens d'ici. J'invite ceux et celles de notre communauté qui ont été touchés de près ou de loin par cette maladie à témoigner de leurs histoires. Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque, se laver les mains régulièrement et éviter les déplacements. En cas de symptômes, passez le test et respectez les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Aujourd'hui, Pierre va faire la connaissance de jumeaux de 23 ans et de leur mère qui ont contracté la COVID-19 lors d'une rencontre. D'un couple de personnes âgées aux soins intensifs après un souper avec leur fils. Et d'une dame dans le coma à la suite de la visite de sa petite fille. Pierre est préposé aux bénéficiaires et constate chaque jour que chaque exception est un risque pour la vie. Il faut respecter toutes les règles, tout le temps, sans exception.